Chers auditeurs, bonjour. Merci d'écouter VOA Afrique et merci pour votre fidélité au magazine Votre Santé, Votre Avenir, le programme que vous attendez chaque semaine pour avoir la bonne information sur les questions de santé. Au micro, vous êtes avec Rosine Mounezero et je serai en compagnie de Mohamedou Oumfa à la coprésentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour chers auditeurs. Au programme de cette semaine, la fièvre jaune en République démocratique du Congo. Malgré l'existence d'un vaccin, cette maladie n'est toujours pas éradiquée. Quand la personne, les hommes vont vers la forêt, là on cultive à ce niveau-là, vous avez les moustiques ou même les singes qui viennent. Et quand ils sont piqués par certains Aedes, ils piquent l'homme, ils transmettent à l'homme. Quand l'homme rentre au village, Votre santé, votre avenir vous tend le micro et vous donne l'opportunité de vous adresser à un expert. Bonjour docteur, je suis Santa Tembo. Je vais savoir quelles sont les causes du diabète chez les enfants. Bonjour docteur, si je force à lire, ça me fait mal à la tête. Est-ce que c'est normal? Les réponses à ces questions qui peuvent aussi être les vôtres dans la rubrique À vous la parole. Le docteur Amangen Cap est une fois encore avec nous. Restez à l'écoute. Coup d'œil sur l'actualité. Commençons cette édition par l'actualité. Nous sommes avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. En République démocratique du Congo, un médicament de lutte contre le sida provisoirement interdit de commercialisation par les autorités. En effet, ce médicament appelé Immunorex DM28 a été lancé à Kinshasa à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. L'Immunorex DM28 a été élaboré par le chercheur gabonais, le professeur Donatien Mavungu. La suspension de ce médicament est consécutive aux nombreuses alertes émises, notamment par l'ONU-SIDA et l'OMS. Et d'ailleurs, Firmin, pour certains chercheurs, l'Immunorex DM28 n'a jamais fait l'objet d'un véritable essai clinique normalement indispensable à la mise sur le marché de ce nouveau médicament. Oui, Mohamedou, ce médicament avait été présenté comme un traitement thérapeutique qui agit notamment en bloquant la réplication du virus tout en restaurant et renforçant le système immunitaire des malades. Pour le moment, en tout cas, les experts restent divisés sur son efficacité. Continuons par le Sénégal. Là-bas, les autorités ont organisé 6 jours de lutte pour la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Cette campagne s'est déroulée du 15 au 20 janvier dernier dans 5 régions du Sénégal, à savoir Fatick, Tambacounda, Kédougou, Louga et Matam. Selon le représentant du ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Dr Mohamedou Ndiaye, un paquet de soins a été délivré lors de cette campagne, parmi lesquels la vaccination, l'APC, la supplémentation en micronutriments, le déparasitage, le dépistage précoce des affections prioritaires, la promotion des pratiques familiales essentielles et la référence de l'état civil. Pour le Dr Ndiaye, l'État du Sénégal entend ainsi réduire le fardeau de la mortalité maternelle et infanto-juvénile qui constitue une priorité de premier ordre. Oui, selon les autorités sanitaires sénégalaises, cette activité se fait tous les 6 mois et des régions qui sont les plus touchées par la mortalité infantile sont choisies pour abriter la campagne. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Poursuivons ce tour d'horizon de l'actualité Firmin en nous rendant au Mali. Ce pays, apprend-on, est sur la voie de l'éradication de la dracunculose. En effet, aucun cas de dracunculose humaine n'a été notifié en 2016 au Mali. Il s'agit d'une avancée notable par rapport à 2015 où 5 cas humains avaient été recensés dans le pays. Le dernier cas signalé remonte au 17 novembre 2015 dans le district de Gourma-Rarousse dans la région de Tombouctou. Selon le docteur Dieudonné Sankara, chef de l'équipe chargée de l'éradication de la dracunculose à l'OMS, le succès enregistré par le Mali en 2016 marque une importante étape dans la lutte contre la dracunculose car il s'agit du seul pays d'Afrique de l'Ouest observant une transmission locale de la maladie. Précisons Firmin que le docteur Dieudonné Sankara recommande de rester prudent. Oui, Mohamedou, selon lui, il y a eu des difficultés rencontrées pour recenser les cas de maladie en raison de la surveillance limitée dictée par le climat d'insécurité et les problèmes de déplacement des populations des régions de Kidal et de Gao. D'ailleurs, ajoute-t-il, quelques chiens infectés ont été signalés dans le pays. Notons pour finir qu'en 2016, 25 cas de dracunculose ont été recensés en Afrique par l'OMS et les pays concernés sont le Tchad, l'Éthiopie et le Soudan.
Et puis Firmin, terminons ce tour d'horizon de l'actualité par l'élection du nouveau directeur général de l'OMS qui se prépare. En effet, ce n'est qu'en mai 2017 que les États membres choisiront le nouveau directeur général. Mais déjà le 25 janvier, le Conseil exécutif de l'OMS a sélectionné 3 candidats parmi les 5 qui se sont présentés pour une entrevue. L'Afrique est représentée dans le trio choisi à travers le docteur Tedros Adhanom. Il s'agit du ministre éthiopien des Affaires étrangères. Il est arrivé en tête avec 30 voix. Les 2 autres candidats sont la Pakistanaise Sania Nistar, élue avec 28 voix, et le Britannique David Nabarro, arrivé en 3e position avec 18 voix. S'il est élu en mai prochain, le docteur Tedros deviendra le premier Africain à diriger l'OMS. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. La fièvre jaune, parfois aussi appelée vomi noir, est une arbovirose des singes de la forêt équatoriale et se transmet de singe à singe par des moustiques. L'être humain, traversant ces foyers endémiques et piqué par les moustiques infectés, fait alors une fièvre jaune humaine. De retour à la maison, il devient contagieux car étant devenu réservoir du virus. La République démocratique du Congo, étant géographiquement favorable aux maladies tropicales, partage aussi la frontière du sud avec l'Angola. Raison de plus pour une propagation de la fièvre jaune endémique dans ces zones. La RDC a donc connu une flambée d'épidémie de fièvre jaune en 2016. Votre santé, votre avenir a tendu le micro au docteur Benoît Kebela Ilunga. Il est médecin en santé publique. Dans cette édition, il nous parle du virus de la fièvre jaune en RDC. Il répond aux questions de notre consoeur Chouchou Kaoa à partir de Kinshasa en RDC. Il explique d'abord comment détecter la fièvre jaune chez un individu. Quand la personne arrive, ce qui va attirer les cliniciens, c'est l'ictère, donc la coloration jaune de ses yeux. C'est ça qui va amener les investigations pour voir si ce n'est pas la fièvre jaune. Mais les yeux jaunes ne veulent pas dire seulement c'est la fièvre jaune, surtout en Afrique, ça peut être autre chose. Donc, une fois il voit quelqu'un qui a les yeux jaunes, bien sûr, il va passer à certains examens. D'abord, on a fait sur l'anamnèse comme médecin, les diagnostics, pour voir si ce n'est pas autre chose qui peut être, surtout chez nous ici en Afrique, vous avez l'hépatite, vous avez même le paludisme qui est, surtout chez les enfants, sévère avec les globules rouges qui éclatent. Mais l'examen qui est le plus, c'est l'examen de laboratoire. C'est le laboratoire qu'on peut arriver à dire que voilà, c'est la fièvre jaune. Mais les premiers signes qui tirent l'attention des médecins, c'est la coloration jaune des yeux et avec la fièvre. Mais il faut impérativement faire l'examen de laboratoire. Sans laboratoire, vous ne pouvez pas arriver à diagnostiquer la fièvre jaune. Est-ce que ça se manifeste comme ça, pareillement chez tous les individus? Bon, ça, c'est bon, sur le plan clinique, mais si nous prenons sur le plan santé publique, c'est ça même aussi pour la surveillance épidémiologique des fièvres jaunes que nous avons. La définition des cas, c'est quoi? Quand vous avez toute personne qui est présente, c'est la fièvre plus lictère, la coloration des téguments, la coloration des conjonctives, des yeux jaunes. Il faut penser à la fièvre jaune et obligatoirement, il faut l'examen de laboratoire. C'est par là qu'on peut arriver à dire que voilà, nous sommes devant le cas des fièvres jaunes. Bon, si vous voulez que je peux vous dire comment ça se manifeste, c'est-à-dire comment ça se passe. Nous avons sur le plan épidémiologique ou surveillance épidémiologique ou même santé publique, nous avons la forme selvatique et la forme que moi je appelle la forme forestière. Puisque la fièvre jaune est transmise par un moustique, c'est un virus. Le fièvre jaune, c'est quelle est la cause? La cause, c'est un virus, le fièvre jaune, qu'on appelle le virus amaril. Et ce virus est transmis par un moustique, un vecteur. C'est pour ça que la fièvre jaune, le virus de la fièvre jaune, on appelle ça les arboviroses. C'est une arbovirose. Pourquoi? Parce qu'elle est transmise par un vecteur qui est différent d'autres, comme le virus de la grippe, qui est, comme les virus qu'on peut dire, même la grippe, le virus d'Ebola. Mais ici, la fièvre jaune, et fièvre jaune, comme la dengue, virus de dengue, comme le virus de chikungunya, il est transmis par le vecteur, par le moustique. Ici, c'est le moustique Aedes qui transmet. Donc, quand un moustique pique une personne saine, il transmet. Mais comment ça se passe? La forme que nous appelons forestière, selvatique, c'est dans la forêt. La forêt, c'est la région endémique de la fièvre jaune. Et puis les réservoirs, c'est les moustiques, l'Aedes qui est au niveau de la forêt. Et les primates, donc les singes. Quand les moustiques qui a le virus piquent les singes, un primate, il transmet. Bon, maintenant,
quand la personne, les hommes, vont vers la forêt, ou surtout où il y a une zone de transition là, à côté de la forêt où on cultive, à ce niveau-là, vous avez les moustiques ou même les singes qui viennent. Et quand ils sont piqués par certains Aedes, ils piquent l'homme, ils transmettent à l'homme. Quand l'homme rentre au village, et là nous avons les Aedes domestiques, Aegyptus, qui vivent avec les hommes. Et c'est là les pics, ils s'infectent, ils transmettent aux autres personnes. Bon, maintenant, quand ces personnes qui ont été piquées et qui en lui a ces virus, ils viennent dans un milieu urbain. Et dans un milieu urbain, nous avons beaucoup de ces moustiques Aedes. Quand ils sont piqués, mais il y a la transmission interhumaine. Et vous avez un risque d'une grande épidémie. C'est l'épidémie que nous avons eue l'année passée, les épidémies qu'on a eues en Angola. En Angola, on a eu une grosse épidémie qui a pris beaucoup de centres urbains. Chez nous, nous en avons eu, il y a eu importation. Nous avons certains grands centres du Congo central, nous avions eu Kinshasa, nous avons eu les grands centres aussi de la province du Congo. Mais c'était des cas importés, parce que des cas de nos compatriotes qui étaient en Angola, qui sont malades, qui sont venus, mais qui étaient en période de virémie, sont arrivés comme nous avons les moustiques Aedes qui les a piqués, et parmi lesquels nous avons eu les cas autochtones. Et donc, docteur, on peut dire à ce jour que le fait que les frontières, en fait, les gens qui venaient, les individus qui venaient de l'Angola et qui avaient cette maladie, c'est eux qui ont fait que cette récurrence, la récurrence des épidémies de fièvre jaune puisse intégrer la RDC. Bon, je ne dirais pas ça. Je vous expliquer que la RDC, c'est un pays à risque à fièvre jaune. Pourquoi? Parce que nous avons toutes les conditions. Notre système écologique est favorable à l'éclosion, à l'apparition de fièvre jaune. Nous avons des cas à l'Équateur, nous avons des cas, la Seine-Équateur, la province orientale, nous avons même au Kassai, dans la région forestière. Et nous sommes dans la Kivu centrale. Vous savez, nous sommes dans la région forestière. Et nous avons les primates, nous avons les vecteurs même. Donc, notre pays, c'est un pays à risque à fièvre jaune. Pour avoir les épidémies, comme les grandes épidémies, il y a 3 conditions. 1, il faut avoir le vecteur, nous l'avons. 2, il faut avoir le virus. Chez nous, le virus circule. 3, c'est l'immunité de la population. Et l'immunité des populations des régions urbaines, comme ville de Kinshasa, toutes les grandes villes, est faible. Et c'est à ce moment-là, quand vous avez une immunité qui est dans les régions urbaines, l'immunité n'est pas extrêmement élevée contre la fièvre jaune, le risque est élevé. Même si on n'avait pas eu les cas importés de l'Angola, nous on avait toujours risque. Pourquoi? Parce qu'un de nos compatriotes qui venait de l'Équateur, qui venait de Bandundu du Kassai, quand il vient ici, il est en période d'incubation. Il arrive, il présente une simple fièvre. Bon, nous avons les moustiques Aedes qui les piquent. Non, on peut avoir l'épidémie. Mais l'épidémie de l'année passée vient de l'Angola. Mais ceci n'exclut pas que nous pouvons avoir des épidémies chez nous. Mais nous avons des épidémies chez nous dans le milieu rural. Nous en avons eu en 2010, nous avons eu l'épidémie de fièvre jaune à Titoulé, dans la province orientale. L'actuel est Bazouélé, nous avons vacciné. Nous avons eu en 2013, nous avons eu la fièvre jaune, l'épidémie, dans la province de l'Omami. Nous avons eu la fièvre jaune en 2014, je me rappelle, dans les Bazouélé encore, on avait eu à Bondo. On a eu ça. Donc ça dit que nous sommes un pays à risque d'avoir des fièvres, parce que notre écosystème est favorable. Il est favorable à la circulation de ces virus. Donc ce n'est pas seulement l'importation, mais l'épidémie que nous avons l'année passée du Congo central, de l'Angola, du Congo, cela venait de l'Angola. Alors docteur, dans ce cas, quels sont les moyens et méthodes de prévention? D'accord. D'abord, pour arriver à maîtriser la fièvre jaune, il est recommandé la première chose d'avoir un bon système de surveillance, comme je vous l'ai dit. Le système qui peut vous amener, qui peut faire que vous soyez capable de détecter le plus vite possible le début d'une épidémie. Ça, c'est 1. 2, il faut avoir un bon laboratoire.
qui peut faire en sorte de confirmer le plus vite possible les cas. Parce que quand vous n'avez pas la capacité de confirmer les cas, ça passe une erreur prévue, vous êtes surpris quand il y a beaucoup de cas. Donc, il faut avoir un système de surveillance qui vous permet de détecter précocement les premiers cas. 2, il faut avoir un système, un laboratoire capable de vous confirmer. Et 3, il faut vous préparer avec le vaccin. Puisque la méthode la plus efficace pour arrêter la fièvre jaune, c'est la vaccination. Il faut vacciner. Parce que quand vous vaccinez les gens, vous avez vacciné, il suffit que vous arrivez à plus de 85% des gens qui sont vaccinés, vous arrêtez la transmission dans une ville comme Kinshasa. Là, vous arrêtez l'épidémie. Alors, il existe un traitement ? Si quelqu'un, parce que si nous avons, dans le cas d'une épidémie de fièvre jaune, quand ça ne s'est pas bien conduit, vous avez un décès, la létalité, le nombre de cas décédés, 50% des gens qui vont faire la fièvre jaune vont mourir, c'est élevé. Parce qu'il y a beaucoup de cas. Bon, les traitements, si quelqu'un, ça c'est les traitements de réanimation au niveau clinique. Bon, réhydrater, on donne des soins intensifs, quoi. Vous avez la réhydratation, vous avez les antibiotiques, vous avez les analgésiques. Mais le traitement efficace, c'est la vaccination. Et ça coûte cher? Non, la vaccination est gratuite. Non, quand vous avez durant l'épidémie, les fièvres jaunes, on vaccine gratuitement les gens. On fait ici. Nous avons vacciné plus de 10 millions de personnes ici dans la ville. Si on vaccine, c'est gratuit. Mais en dehors de ça, s'il n'y a pas, en dehors d'épidémie, bien sûr, au niveau des services frontaliers, nous avons les vaccins, mais là, on paye presque pour les gens, pour les voyageurs. Pourquoi c'est gratuit? Parce que, quand vous vaccinez, on protège aussi le voisin. Le voisin, vous n'allez pas laisser mourir votre population. Non, on ne va pas faire payer. En vaccinant, vous vaccinez aussi, vous protégez les voisins. Si l'Angola veut vacciner, c'était pour nous protéger, pour nous tous aussi. Nous, si on a vacciné, c'était pour protéger le Congo-Brazza, protéger même aussi la province, quoi. Non, c'est gratuit. Et donc, docteur, dans le cas où le cas est grave, comment est-ce que la prise en charge est faite au niveau des services de santé? C'est-à-dire que dans les cas des fièvres jaunes, quand vous avez le cas des fièvres jaunes qui est détecté au niveau clinique, on les prend en charge au niveau des soins intensifs, où il faut plus se réhydrater. Donc, ça veut dire donner les perfusions, donner les antibiotiques, et puis d'autres médicaments. C'est-à-dire qu'ici, on donne les traitements symptomatiques. C'est-à-dire qu'on met les traitements pour que le malade ne meure pas. Nous remercions le docteur Benoît Kebela Ilunga à partir de Kinshasa, en RDC. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. La fièvre jaune est donc une maladie qui, comme vous venez de l'entendre, nécessite une campagne de vaccination pour l'arrêter. En 2016, la RDC a en effet mobilisé de gros moyens financiers mais aussi logistiques pour contrer cette épidémie. Nous écoutons encore le docteur Benoît Kebela Ilunga, médecin en santé publique. Il nous parle d'abord des actions menées par les autorités publiques. Qu'est-ce que nous avons fait l'année passée? L'année passée, d'abord, nous avons renforcé les systèmes de surveillance dans toutes nos provinces, surtout dans les zones de santé frontalières avec l'Angola. C'est ce qui nous a permis de détecter le plus vite possible tous les cas dont je vous ai parlé, les cas importés et les cas autochtones. 2, avec l'appui des partenaires du gouvernement, nous avions eu des investigations qui sont arrivées à nous amener à conclure que voilà, on est arrivé à déterminer les risques. Et puis, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons appuyé les hôpitaux pour la prise en charge des cas. Nous avons renforcé les frontières. C'est ce qui a fait, c'est tout le fou que nous étions en mesure de dire qu'autant qui sont entrés, autant de gens qui sont entrés malades, et de faire les suivis, de suivre même les circuits, et même jusqu'à domicile pour les prendre en charge. Et puis, la grande, nous avons vacciné. Je crois qu'il y a en tout cas plus de 15 millions de personnes qui sont vaccinées. Et moi, je peux dire que nous avions eu une intervention efficace qui a fait que nous avons arrêté, en moins de 3 mois, nous avons arrêté cette épidémie. Nous avons fait en sorte d'éviter que cette épidémie soit le plus grande au niveau d'une ville comme Kinshasa. Là, c'est le gouvernement qui a vacciné, qui a fait ça. Et nous avons arrêté cette épidémie. Cette épidémie chez nous était bien circonscrite et limitée seulement au niveau des zones de santé qui étaient frontalières. Et donc aujourd'hui, on peut dire que le peuple congolais en général n'est plus en danger face à cette maladie, la fièvre jaune. Ce que nous pouvons dire que pour la ville de Kinshasa, l'épidémie de l'année passée, pour moi, c'est de l'histoire. Ça, je l'ai dit. Mais nous ne disons pas que nous ne sommes pas à risque
Le pays n'est pas à risque. Le pays à risque d'avoir la fièvre jaune parce que nous sommes dans une région endémique. Je veux dire ça, les pays. La RDC, c'est un pays à risque, la fièvre jaune. Si aujourd'hui on avait des doses de vaccins, des grandes doses de vaccins, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on devait vacciner 80 millions de la population de la RDC, qui c'est pas possible parce que les fabricants ne vous donnent pas 80 millions de doses. Prenons que ça arrive, qu'on nous dise aujourd'hui non, on peut avoir 80 millions. Mais là, à ce moment-là, moi je vais applaudir, je vaccinerai toutes les 80 millions de la population. Là, on peut dire, voilà, nous pouvons faire toute une génération sans fièvre jaune. Mais là, il faut attendre la nouvelle génération qui viendra, qui sera les personnes que nous pouvons appeler les personnes qui ne sont pas immunisées, et les personnes naïves sur le plan immunologique qui peuvent faire. Parce que quand vous avez vacciné, comme on a vacciné, là on a vacciné, quand vous avez l'immunité de toute la vie, c'est toute une génération que vous avez protégée. Mais quand une génération passe, plus vous vaccinez aujourd'hui, on a vacciné la population aujourd'hui, dans 40 ans, cette population qui a cet âge, une partie va mourir, et puis vous aurez dans 40 ans, une population qui a 40 ans qui ne serait pas immunisée. Et cette population aura des risques. Mais en faisant ça, nous pouvons arriver à sécuriser toute une génération, c'est-à-dire qu'on peut arriver à faire 40 ans sans fièvre jaune, mais qui n'est pas... C'est pas facile. Dans ce cas, il faudra arriver à vacciner toute la population congolaise, ce qui n'est pas facile. Docteur, pour terminer, quelles sont les mesures que la République démocratique du Congo prend pour anticiper d'autres épidémies dans le futur? Nous avons tous les facteurs au niveau du pays, quand même, les déterminants pour l'explosion de l'épidémie. Dire qu'on ne peut pas avoir des épidémies dans le pays, non, ce n'est pas vrai. Et les précautions? Les précautions, c'est pour cela qu'une grande précaution, c'est le système de surveillance que nous avons. 1, système de surveillance. 2, les laboratoires. 3, les prépositionnements des intrants. 4, il faut avec vous, les journalistes, il faut la sensibilisation. Et puis, si vous voyez tout ça, nous avons des problèmes au niveau du pays sur l'approvisionnement en eau potable, hein, surtout même ici dans les milieux ruraux, dans les milieux urbains. Nous avons tous les déterminants possibles pour l'éclosion des épidémies. Prenons là l'épidémie des rougeoles que nous avons au niveau du pays. Bon, le pays il est vaste, il ne faut pas oublier. Nous avons 2355 km². Il y a les systèmes de santé, dans 517 zones de santé, et puis en aire de santé. Mais nous avons le PEV qui est là avec le vaccin. Et pour votre information, les pays à risque ont mis sur pied des programmes de vaccination fortement recommandés. Pour en savoir davantage, visitez le site internet de l'Institut de médecine tropicale. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Chaque semaine sur la page Facebook de VOA Afrique, vous êtes des dizaines à nous adresser vos questions et commentaires sur vos problèmes de santé. Comme toujours, votre santé, votre avenir vous donne la parole et cherche les réponses auprès des spécialistes. Pour vous répondre cette semaine, nous sommes avec le docteur Armand Guincap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Bonjour docteur, je suis Santa Tembo, je réside à Kinshasa. Je vais savoir quelles sont les causes du diabète chez les enfants parce que de plus en plus on remarque des cas de diabète auprès des petits-enfants. Je vais savoir quelles sont les causes de cette maladie auprès des petits-enfants. Ce que je peux répondre à Santa Tembo, c'est que le diabète est un trouble dans la régulation du sucre dans l'organisme. Qui se passe se manifester par un excès de sucre dans le sang. On parle d'hyperglycémie. Et très souvent chez l'enfant, ce diabète-là est un diabète de type 1, puisqu'il y a deux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 ou encore diabète maigre, le diabète de type 2 ou encore diabète gras. L'enfant va surtout être concerné par le diabète de type 1. Le diabète de type 1 est surtout lié à une carence dans la production de l'insuline par le pancréas. L'insuline étant cette hormone qui va permettre l'assimilation du sucre par les cellules, la consommation du sucre par les cellules. Le diabète chez l'enfant doit absolument être détecté précocement. Sinon, on risque de se retrouver avec un enfant qui est déjà au stade d'acidocétose diabétique et même au stade de coma diabétique, de coma acidocétosique, et malheureusement,
un coma acidocétonique si rien n'est fait dans les meilleurs délais, et notamment l'apport rapide d'insuline par voie veineuse, l'enfant risque de décéder. Donc c'est très très important de pouvoir dépister assez rapidement le diabète chez un enfant. Et pour le faire, il y a un certain nombre de signes d'alerte. Si vous avez par exemple un enfant qui boit beaucoup et urine beaucoup, il a toujours soif, c'est pas normal. Cet enfant-là, si en plus il est fatigué et il perd du poids, je pense qu'il faut rapidement consulter un médecin pour pouvoir faire un test de dépistage glycémique à cet enfant, parce qu'il est peut-être en train de faire un diabète et il faut diagnostiquer précocement pour apporter un traitement assez rapide. Donc, en conclusion, pour répondre très simplement à Santa Tembo qui a appelé de Kinshasa et qui voulait connaître les causes du diabète chez l'enfant, très souvent les causes du diabète chez l'enfant sont des causes, c'est le diabète de type 1, dont la cause génétique avait été évoquée à un moment, mais qui n'a pas eu sa confirmation. Mais on pense que les enfants qui souffrent du diabète ont à la fois une prédisposition génétique et un facteur environnemental comme une mauvaise alimentation, une alimentation trop sucrée. Voilà ce que je pourrais répondre à Santa Tembo. Bonjour docteur, de Kinshasa, j'ai 45 ans. À mon âge, j'arrive pas à lire. Si je force à lire, ça me fait mal à la tête, je comprends pas. Est-ce que c'est normal? Ce que je peux répondre à ce fidèle auditeur, c'est que sous réserve d'un diagnostic de certitude fait par un ophtalmologue ou par un médecin tout simplement, je pense qu'il souffre de presbytie. Parce que la presbytie, en fait, est un trouble dans la vision de près. Les personnes qui souffrent de presbytie ont du mal à voir de près, ils ont flou dans la vision de près, ils ont du mal à lire les objets, à lire par exemple leurs livres ou à lire par exemple une presse par exemple, parce que on a une perte de l'accommodation, une perte de l'ajustement entre la vision de loin et la vision de près qui va s'exprimer par ce trouble dans la vision de près. C'est d'ailleurs différent de la myopie qui est plutôt une gêne dans la vision de loin et qui touche beaucoup plus les enfants. Ce fidèle auditeur ayant 45 ans, je pense qu'il souffre effectivement de presbytie. Il voulait savoir si ce trouble est normal et notamment le fait qu'il se plaint de maux de tête. Oui, c'est tout à fait normal parce que la presbytie étant un problème dans l'accommodation, il a ses muscles oculaires qui sont en constante activité pour pouvoir ajuster sa vision et ces mouvements oculaires, cette instance activité des muscles oculaires provoque des maux de tête ou des céphalées. Souvent, c'est des céphalées suborbitaires, des céphalées au-dessus des yeux. Il suffit pour cela qu'il consulte et qu'on lui prescrive des verres correcteurs de cette presbytie-là et il règle assez facilement ce problème de maux de tête dont il souffre. Ce que je peux rajouter, c'est que la presbytie est le premier défaut de visuel dans le monde. Elle apparaît vers l'âge de 40 ans et quasiment toute personne qui a plus de 40 ans est amenée à faire plus ou moins précocement ou tardivement une presbytie. Tout ceci lié à l'évolution, au vieillissement de l'œil avec ces difficultés d'accommodation qui vont apparaître entre l'ajustement de la vision de près et l'ajustement sur la vision de loin. Voilà ce que je pouvais répondre à notre fidèle auditeur qui appelait de Kinshasa. Merci docteur. C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir, une édition qui était consacrée à la fièvre jaune et qui nous a amenés en République démocratique du Congo. Nous avons reçu comme invité le docteur Benoît Kebela Ilunga, médecin en santé publique en RDC. Il nous a expliqué en long et en large la provenance de cette maladie, mais aussi sa façon de s'étendre dans les centres urbains. Dr Kebela Ilunga nous a également témoigné des efforts déployés par le gouvernement
dans la lutte contre une épidémie de fièvre jaune qui a surgi en RDC il y a quelques mois. Nous remercions donc le docteur Benoît Kebela Ilunga, mais également le docteur Armand Genkap pour sa disponibilité à répondre aux questions de santé de nos auditeurs. Merci aussi à Chouchou Kaoua, notre correspondante à Kinshasa, grâce à qui nous avons obtenu ces entretiens. Firmin Koyaweda a collaboré à cette édition pour la synthèse d'actualité et Michel Joseph était à la réalisation. Nous leur disons merci. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.